Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Aymeric Hélouin, chargé de plaidoyer et armes et conflits chez Amnesty International, une ONG qui défend les droits humains. Bonjour Aymeric Hélouin. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes inquiet? Plus 4% d'augmentation des dépenses d'armes, ce qui fait à peu près 2200 milliards de dollars dépensés en 2023 pour l'achat d'armes. Est-ce que ça, c'est inquiétant pour les droits humains? Alors oui, clairement, ces chiffres révélés par le CIPRI sont un centre de recherche en Suède spécialisé. Exactement, c'est un peu le centre de référence au monde qui annuellement donne les indicateurs de référence sur les dépenses mondiales, les transferts mondiaux d'armement, etc. Donc oui, quand on voit ce chiffre relatif aux dépenses mondiales d'armement, qui ne couvre pas forcément d'ailleurs la question des transferts, on est inquiet. On est inquiet parce que ça correspond en fait au niveau de conflictualité qui ne cesse de croître. Depuis ces dernières années. On a le conflit en Ukraine, donc en Europe, le conflit qui oppose Israël et les Palestiniens. Et on voit bien aujourd'hui que les États sont dans une logique d'approvisionnement en armes, d'une part de leurs alliés, donc ils sont obligés de reconstituer des stocks qu'ils n'ont plus pour fournir leurs alliés, et d'une part eux-mêmes étant craintifs et ayant peur de ce niveau d'intensité de la conflictualité mondiale qui ne cesse de croître, désirent s'armer. Et donc, il y a un phénomène de surarmement. Ce qui est logique quand on voit ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine et la Russie. Chacun cherche à se protéger et chacun cherche à disposer des armements nécessaires pour contrer la menace incarnée en Europe, par exemple, par la Russie. Plus 11% en Europe sont annoncés les augmentations des budgets pour la défense. Il y a un salon qui est un des plus grands salons au monde, qui s'appelle le salon Eurosatory, qui a lieu tous les 2 ans à Paris. Et là, gros succès quand même, 2000 exposants issus de 61 pays, doublement de la fréquentation cette année, à près de 60 000 visiteurs. Oui, en fait, ça reflète la réalité du monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est en guerre, clairement, et cette édition est symptomatique de ce que l'on voit se passer finalement dans le monde, avec ce besoin pour les États de s'armer. Et donc, je crois que c'est l'une des éditions, d'ailleurs, les plus importantes en termes d'exposants. Et donc, vous allez sur le salon, vous avez les protagonistes des conflits mondiaux aujourd'hui, qui nous occupent au niveau mondial. Vous avez par exemple les Ukrainiens qui sont présents, vous avez l'Arabie Saoudite avec son organisation, la SAMI, qui est également présente. Rappelons-nous que l'Arabie Saoudite dirige une coalition militaire engagée au Yémen. Donc ce salon, c'est à la fois un reflet de l'état technologique du développement des armes, du développement de nouvelles armes, mais aussi c'est le reflet du niveau de conflictualité et des lieux de conflictualité. Alors, il y a 2 pays qui sont absents. La Russie, on comprend pourquoi, parce qu'elle est sous embargo, sous boycott, etc. Et Israël. Et ça fait évidemment une polémique politique, mais aussi judiciaire. Est-ce que vous comprenez que le gouvernement français n'ait pas voulu de la présence d'exposants israéliens issus de l'industrie de défense israélienne? Oui, à Amnesty International, nous le comprenons. La situation est Mais vous n'êtes pas à l'origine de la plainte. On n'est pas à l'origine de la plainte. Ce sont d'autres ONG qui sont à l'origine de l'action en justice consistant à faire en sorte que les Israéliens ne soient absolument pas présents sur le salon. Nous, nous avons pris acte de différentes décisions au niveau international. Donc la Cour internationale de justice, rappelons-le, fin janvier, le 26 janvier, indique dans son ordonnance qu'il y a un risque sérieux, plausible, de génocide. Rappelons que le crime de génocide est l'un des crimes pour lesquels la Cour pénale internationale a été créée. Crime de guerre, crime d'agression, crime contre l'humanité, crime de génocide. Ce sont les 4 crimes que la Cour pénale internationale doit juger. Et ce sont les crimes, selon le préambule de la CPI, qui touchent, selon ce qu'elle dit dans son préambule, l'ensemble de la communauté internationale de par leur gravité. Par ailleurs, un certain nombre de rapporteurs spéciaux des Nations Unies, jusqu'à Navi Pillay récemment, ont indiqué qu'il y avait un risque de crime de guerre, effectivement, de crimes contre l'humanité, extermination. Pour vous, c'était logique que l'industrie israélienne ne soit pas présente. Disons que l'enjeu est le suivant. Si vous êtes un fournisseur d'armes et que vous organisez des salons de l'armement,
et que parmi vos exposants, il y a un État dont il est documenté depuis le début d'un conflit, depuis le 7 octobre, qu'il y a crimes répétés. Alors, il y a eu des crimes... Disons-le clairement, de l'autre côté aussi, très clairement, du groupe Hamas et des autres groupes palestiniens. Il y a eu violence et également crimes de guerre, etc. Et violation grave du droit international humanitaire. Mais depuis le début du conflit, Israël est armé et continue à être armé, notamment par les États-Unis qui sont le premier fournisseur. Rappelons-le là aussi, ce sont le premier fournisseur d'armes d'Israël. Mais d'autres pays fournissent des armes, peu importe les montants finalement, parce que peu importe les montants, je le dis et je le répète, parce que des montants et des quantités ne dépendent pas du niveau de complicité. La complicité sera avérée même si les montants sont faibles et même si les biens qui sont exportés sont en faible quantité. Donc quand vous êtes un organisateur de salon, si vous devez respecter la loi internationale, vous ne devez pas accueillir... Alors non, ce que nous disons, c'est que finalement les États doivent anticiper ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. Quand vous êtes fournisseur d'armes, vous ne pouvez... Votre travail, au regard du traité sur le commerce des armes notamment, ou de la position commune de l'Union européenne en matière d'exportation d'armes, c'est d'anticiper la réalisation du risque de commission d'un crime. D'accord, mais votre position... Donc notre position, nous, elle est claire, c'est que Amnesty International, on est sur la dénonciation de transferts internationaux d'armes. Amnesty International n'est pas sur la question de la tenue des salons de l'armement et de qui participe à ces salons de l'armement. Nous sommes là pour dénoncer, au travers du traité sur le commerce des armes, un certain nombre de transferts qui sont soit irresponsables, soit totalement illégaux, parce qu'ils ont été autorisés, que des licences d'exportation ont été délivrées, alors même que les États qui ont délivré ces licences savaient qu'il y avait un risque de commission de crimes. Donc vous n'êtes pas positionné sur la présence des industriels? Non, on ne s'est pas positionné. D'autres l'ont fait, et les actions des uns et des autres sont complémentaires. D'autres ONG l'ont fait, nos actions sont complémentaires. Ouais. Mais après, nous travaillons... vous savez, dans le monde, il y a des dizaines de salons de l'armement. Et il n'y a pas qu'Israël qui est susceptible d'avoir commis des crimes de guerre, rappelons-le. Donc si on veut être logique jusqu'au bout, il faudrait aussi interdire tous les salons de l'armement. Vous avez personnellement visité ce salon et vous y avez découvert des choses qui ne sont pas très légales, notamment de la promotion d'armes qui sont interdites. Oui, alors tout à fait. Et pour rebondir aussi, quand même pour clore le chapitre précédent, on a quand même, nous, Amnesty International, attaqué en justice. C'est-à-dire qu'on a été devant le juge administratif pour demander la suspension de licence d'exportation d'armes de la France à destination d'Israël. Et notamment sous la catégorie ML5, qui est les systèmes de conduite de tir. Or, le média Disclose, indépendant, vient de révéler que la France, que des biens relevant de la catégorie ML5 étaient suspendus par les douanes suite... Enfin, chronologiquement, on est dans la suite de notre référé en urgence pour suspendre les transferts d'armes de la France. Oui, alors sur les salons d'armement, en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a d'une part la présence d'États, de délégations officielles, de stands d'industriels, dont on sait qu'ils sont partie prenante à la réalisation de crimes, mais vous avez aussi le besoin et la nécessité pour les organisateurs et pour les États accueillants de respecter le droit international. Donc, si on prend le cas français, la France a signé, par exemple, et ratifié la Convention d'Oslo qui interdit les armes à sous-munitions, qui les prohibe totalement. Et vous en avez vu. Et sur le salon de l'armement, le fait est que nous avons... alors, nous travaillons avec les organisateurs, c'est-à-dire que nous avons une relation avec les organisateurs. Donc, vous avez vu ces armes-là, on a identifié une arme, effectivement, précisément. On est sur un stand, on est sud-coréen. On a identifié la promotion de composants pour sous-munitions sur un autre stand. Ouais, vous avez identifié la promotion d'outils sur la torture. Et on a également identifié sur un autre stand, une entreprise chinoise, un catalogue qui faisait la promotion d'équipements dits de sécurité totalement interdits dans le cadre de l'Union européenne parce que considérés comme ne servant qu'à infliger la torture. Exemple, des chaînes à entrave lestées ou des menottes pour pouces, appelées poussettes. Vous savez, c'est des menottes comme ça, rigides, mais au pouce. La seule fonction de ces menottes, c'est de faire mal. Elles sont interdites sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, les organisateurs ont accepté de demander à ces stands de retirer ces... Nous avons un dialogue avec les organisateurs qui est constant et ils ont fait fermer les stands, en l'occurrence donc 2 stands indiens et un stand sud-coréen. Parmi les stands indiens, l'un d'eux faisait, lui, la promotion sur le catalogue de mines.
de mine antipersonnelles, qui sont aussi interdites par la Convention d'Ottawa, cette fois-ci. Donc les organisateurs ont très bien réagi là-dessus. Très bien réagi sur le règlement sur les biens promus sur catalogue qui ne servent qu'à infliger la torture, ces fameuses menottes à pouce. Le catalogue, l'organisateur a demandé à l'exposant de les retirer, du stand, et ils ne seront pas invités à participer, ils ne seront pas autorisés à participer à la prochaine édition du salon Eurosatory. D'accord. Vous avez vu sur ce salon les exposants en ce qui concerne les drones. On est passé de 40 à 70%, à 70 exposants. Est-ce que ça risque de poser aussi un problème en termes de droits humains, l'utilisation massive de drones ? Oui, alors c'est très frappant parce que ces salons sont le reflet des nouvelles formes d'emploi sur les théâtres de conflit. Donc les drones, effectivement, on voit leur utilisation se développer, des plus simples aux plus compliqués. On le voit notamment sur les stands ukrainiens. La robotique, pareil, on voit de nouveaux engins apparaître. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui apparaît. Ça vous inquiète ? Ça nous inquiète toujours parce que derrière le développement de ce nouveau type de technologie, comme derrière l'utilisation des drones, il y a toujours l'humain. Et victime. Non, il y a oui, c'est ça, la victime. Et il y a un risque de mauvaise utilisation. C'est-à-dire que les drones ont une utilité, mais il faut encore que les renseignements soient utilisés correctement, servent à identifier correctement des cibles. On l'a vu dans le cas américain, le détournement de l'utilisation de drones armés pour éliminer des cibles qui n'étaient en réalité pas des cibles militaires, mais des cibles civiles. Et donc, qui ont éliminé des centaines et des centaines de cibles. La présidence Obama réutilisé. Il s'était engagé d'ailleurs à réduire moins, à utiliser moins ce type d'engin. Donc, il faut en permanence s'assurer que le cadre légal soit respecté. Merci beaucoup, Aymeric Elouin, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos podcasts et nos réseaux sociaux. Au revoir.